Koura, Yapman, ou s'il y a des gens qui veulent intervenir. Al-Amin aussi. Moi peut-être la première intervention, c'est par rapport à l'intervention du docteur Mohamed Diop. C'est sur l'économie du sport. Parce que vous avez parlé aujourd'hui de l'économie du sport. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de compte satellite, des comptes économiques qui nous permettent de pouvoir quantifier. Parce qu'aujourd'hui, le sport est pris comme un service, au même titre que l'artisanat, au même titre que la culture, le transport et autres. Il y a la stratégie nationale de développement économique et social. Parce que moi, je suis un spécialiste de l'économie du sport et du droit du sport, parce que je l'ai étudié à Limoges. Mais je me rends compte aussi que s'il n'y a pas aujourd'hui de compte satellite, bien de compte économique, on ne peut pas quantifier quelle est la contribution du sport à l'économie nationale. Vous avez parlé de Sadio Mané. C'est vrai qu'il a créé au moins un hôpital à Bambali, une station d'essence, une école, et ça contribue à l'économie, c'est un facteur de croissance. Mais au-delà de ce facteur de croissance-là, aujourd'hui, qu'est-ce que l'État doit faire? Je pense qu'aujourd'hui, si on avait une politique sportive bien ancrée, mais nous n'avons pas une très bonne politique sportive parce qu'elle est axée sur 4 actions stratégiques. La formation des cadres administratifs et techniques, le financement, alors que le financement, quelque part aussi, ça pose problème, c'est problématique. Parce que le financement, sur quelle base? Il y a aussi la gouvernance et la modernisation. Donc tous ces éléments-là, en tout cas, tous ces leviers-là doivent pouvoir nous permettre d'avoir. Maintenant, il faudrait que vous, en tant qu'économiste, j'aurais souhaité que vous soyez au moins d'ici quelques temps, directeur de l'Agence nationale de la stratégie de la démographie, pour pouvoir comprendre exactement quels sont les véritables enjeux du monde sportif. Parce que le sport aujourd'hui, au-delà de ces, au-delà peut-être de ces variables politiques, sociales, économiques, le sport a de nouvelles dimensions. Et ce sont ces nouvelles dimensions-là qui nous permettent de comprendre aujourd'hui qu'il est facteur de croissance, aussi qu'il est création de richesse, mais qu'il est aussi créateur d'emplois pour la jeunesse, parce que vous avez parlé au moins du pourcentage des jeunes. Donc c'était la contribution que je voulais apporter sur l'économie du sport. Si Sylvain, s'il y a des gens qui veulent intervenir aussi. Merci. Alors je vais me lever comme ça, je vais regarder la salle. Je suis un consultant international, je voyage beaucoup, en France et en Afrique, et j'entends encore une nouvelle fois les mêmes choses. Et j'entends les mêmes choses parce que le sport, en fait, dont on parle, et quels que soient les sports tels que j'ai pu en parler ce matin, comporte une part énorme d'irrationnel. Et cette part d'irrationnel fait que, dans les discussions, on ne peut pas s'entendre parce que c'est comme un pro-corrida ou un anti-corrida qui se parle, ils ne s'écoutent pas, ils ne s'entendent pas. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec moi sur les valeurs, mais ce n'a pas une grande importance. Ce qui compte, c'est que l'objet dont nous parlons aujourd'hui, c'est un objet inerte si on ne l'utilise pas à bon escient. Le sport, c'est comme la fission nucléaire. Soit on fait de l'électricité, on fait des bonnes choses, ou soit on fabrique des bombes et on détruit le monde et l'univers. Donc ce qui vous appartient aujourd'hui, c'est justement de l'utiliser en fabriquant de l'électricité pour donner de l'énergie. Mais comment faire quand dans votre vie de tous les jours, eh bien, vous avez la tête qui est préoccupée par d'autres soucis? C'est-à-dire qu'avant de faire du sport, il faut que vous soyez bien dans votre vie, dans votre tête. Avant de faire... Pardon ? D'accord. Avant de faire du sport, donc je répète, avant de faire du sport, il faut que vous soyez très bien dans... Je vais prendre l'autre micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Avant de faire du sport, il faut que vous soyez très bien dans votre tête et dans votre esprit. Et dans votre corps aussi. C'est-à-dire que vous ayez un travail et que les éléments fondamentaux de la vie, c'est-à-dire que vous ayez un toit, de quoi travailler et de quoi manger. Si vous avez ces 3 questions fondamentales qui sont réglées, là vous pourrez commencer à faire du sport. Mais quand dans votre vie de tous les jours, vous avez des préoccupations qui ne vous permettent pas de vous projeter sur les loisirs, eh bien vous ne pouvez pas commencer à faire tout ce dont nous avons parlé ce matin. Donc vous avez entièrement raison, monsieur. Avant toute chose, il faut travailler à l'école parce que c'est une des principales planches de salut pour pouvoir s'édifier dans la vie, ce qui est important. Et comme on a très peu de temps, donc je vais passer sur un autre sujet qui me tient à cœur, c'est la compréhension du sport de haut niveau. Il y a une règle. C'est que si vous voulez avoir des médailles au Sénégal, il faut que vous puissiez répondre à une équation qui est très simple. Et vous regardez sur l'ensemble des compétitions que cette équation fonctionne. Il faut que vous soyez dans un pays qui soit très peuplé. Il faut ensuite, deuxièmement, que vous ayez un indice de développement humain qui soit très élevé. Et troisièmement, il faut que vous ayez une base de sportifs de haut niveau qui soit très importante. Donc vous pouvez avoir ici et là quelques médailles, mais vous ne pourrez pas avoir ce
qu'on appelle un pays de sport. À moins de créer un système. Ce système, la Jamaïque l'a créé au début des années 60. On en parlait à table ce midi. Le Kenya et l'Éthiopie ont créé un système de sport sur le fond à la fin des années 50 et au début des années 60. Et dans une discipline très précise, ils ont pu avoir des médailles. Le Sénégal, vous n'êtes pas un pays peuplé, 18 millions d'habitants, je crois que c'est ça à peu près. Ok. Ma compagne qui est nigériane, chaque fois que je lui dis le Sénégal, elle rit parce qu'elle me dit bon, nous, Nigeria, bon, voilà. Vous avez des sportifs de haut niveau, mais dans certaines disciplines, essentiellement le foot qui vampirise pas mal de choses, le basket, l'athlétisme, et ensuite l'indice de développement humain, il est pas trop mal, même si vous n'êtes pas dans les premiers, puisqu'en Afrique, c'est Maurice et Seychelles. Mais vous êtes dans la moyenne. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez avoir des médailles, c'est de créer un système dans les sports où vous êtes bon. Et les sports où vous êtes bon, à part le foot, c'est l'athlétisme et le basket. Et c'est dans l'athlétisme et le basket qu'il faut créer un système. Ce système va vous permettre d'avoir des médailles. Ça, c'est pour le sport de haut niveau. Et ensuite, pour le sport amateur, j'en reviens à ce que je disais ce matin, faire du sport, mais c'est compliqué, parce que le sport, c'est dur, ça fait mal. Pour ceux qui sont retrouvés dans un vestiaire, aller à la compétition, aller au combat, et avoir les endorphines qui commencent à monter à partir de la 25e minute, c'est difficile. En revanche, et j'en reviens à ce que j'ai dit ce matin, faire de l'activité physique juste pour s'amuser, ça oui. Donc il faut créer en fait des systèmes, deux choses, des systèmes dans le pays qui permettent à la population de se livrer à l'activité physique, et ensuite, d'autre part, de créer des plateformes sportives et un système qui permettent de favoriser le sport de haut niveau et d'aller chercher des médailles. Et si vous visez tous les sports, vous n'aurez pas de médailles. En revanche, si vous créez un système là où vous êtes bon, et quand je regarde le Sénégal, c'est le basket, l'athlétisme, et j'allais oublier un troisième sport, et c'est pas un sport, c'est un ensemble de sports, il s'agit des sports de combat, il y avait Craig Greg, on l'a vu. Donc voilà, trois territoires sur le sport de haut niveau, où le Sénégal, parce qu'il y a une très bonne base pour avoir des médailles, et ensuite, entre vous, surtout vous les femmes, n'hésitez pas à créer des systèmes, et ça commence par quoi, par le quartier, par la ville, à créer des systèmes où vous pouvez faire de l'activité physique, ça peut être de la marche, ça peut être ce que je vois sur la corniche, les jeunes qui courent, il n'y a pas que des jeunes de tous les âges qui courent, mais ça c'est de l'activité physique. Voilà, à la fin de la journée, faire ça. Ensuite, une dernière chose, et après j'en arrête là, parce qu'on a parlé effectivement de la place des femmes dans le sport. Moi, je vais juste prendre mon histoire et ce que j'ai vécu dans le monde de la télévision en France. J'ai commencé à travailler dans les médias à la fin des années 70, début 80, juste au moment des radios libres. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, j'étais le seul noir. J'ai regardé, et au-delà du seul noir, il y avait quelques Antillais, j'étais le seul noir d'Afrique subsaharienne. J'ai participé à la création du réseau Fun, j'ai été directeur à Fun, et j'étais le seul noir. Et j'avançais petit à petit, mais je n'avais pas pris conscience en fait, de ce qui se passait autour de moi parce que j'évoluais. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il pouvait y avoir des freins, qu'il y avait des freins, qu'il y avait des gens qui ne supportaient pas ce que j'étais, d'autres qui m'encourageaient. Et bien, j'avais deux solutions. Soit je commençais à m'arrêter, à me plaindre, ou soit je faisais comme les skippers du Vendée Globe qui a lieu en ce moment, c'est-à-dire je lève la voile et je fonce à travers la tempête et on verra bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé aussi, j'ai eu la chance d'être dans une période extraordinaire en télé et en radio. Là, si vous regardez la télévision française, en ce moment, il y a une régression parce qu'elle est complètement blanche. Et que l'Afrique subsaharienne ne ressemble pas à la rue, et ne ressemble pas à ce qu'est la France. C'est malheureux. Mais j'ai une période extraordinaire. Et vous pouvez l'appliquer au sport aussi. C'est-à-dire que vous aurez toujours des freins. Vous aurez toujours des gens qui seront là pour contester ce que vous êtes. Vous aurez toujours des gens qui seront là pour se plaindre de la place que vous avez. Je vous encourage de paraphraser mon ami Pape Diouf. Quand on discutait, on avait la même philosophie. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui jamais n'aime pas ce que vous êtes et veut vous bouger, et on disait toujours Pape Diouf et moi, maintenant que je suis là, il va falloir me bouger. Et je suis très lourd. Donc c'est ce que vous devez appliquer. Si jamais on veut vous contester, vous dites je suis là et que maintenant il va falloir me bouger. Merci. Merci beaucoup. Amine, si vous voulez intervenir. Mais Sylvain, moi je pense qu'aujourd'hui les gens parlent de sport de haut niveau. Je pense que même aujourd'hui à 13 ans, 12 ans, on peut être un sportif de haut niveau. Parce que les médailles olympiques... Si, non, laissez-moi terminer.
Non, c'est un débat intéressant parce que... Je ne peux pas laisser dire ça. Non. Battez-vous après. Un enfant de 13-12 ans, il veut rester près de ses parents. Un enfant de 13-12 ans, il n'est pas encore formé. Un enfant de 13-12 ans, c'est un enfant sportif de haut niveau. Mais laissez-moi terminer. C'est une hérésie. Non, laissez-moi argumenter. C'est une hérésie. Attends. Un enfant. Non. On peut pas parler d'un enfant de sport 13-12 ans, c'est une hérésie. Moi, Amine, moi, je ne suis pas dans l'émotion. En fait, moi, je suis dans une démarche. On a un modérateur je suis dans une démarche qui est très brillant, qui est un couteau suisse du sport et qui veut, après chaque intervention modérée, ça complique les choses. Doyen Mbaye-Jacques, il faut laisser, après tu as le loisir de revenir. En fait, c'est un petit conseil. Bon, écoutez, moi, en tout cas, je ne vais pas être long. Sur tous ces sujets, il y a tellement de spécialistes. Alors, maintenant que la prière est terminée, Dieu dit, donc maintenant je reviens sur un niveau avec peut-être une autre casquette. Parce que moi, je suis économiste du développement de formation. J'ai dit, ce n'est pas l'imam qui préparait la prière. Maintenant, la prière s'est terminée. Et essayons de parler politique publique. J'ai eu la chance de travailler dans ce pays à un niveau supérieur. J'étais conseiller du Premier ministre avant de quitter. Et le premier portefeuille que j'ai eu dans ce pays au ministère des Finances, c'était culture, sport, jeunesse. Et je me rappelle, j'avais initié dans le budget consolidé des investissements de l'État des pépinières d'installer dans chaque département du Sénégal un terrain multifonctionnel. Parce que la première tournée que j'ai faite à l'intérieur du territoire, je voyais des jeunes du collège qui me disaient, nous, on n'a même pas où jouer. Et ça se voit aujourd'hui. Vous allez dans les quartiers, les enfants se débrouillent pour... Donc moi, je rejoins un peu ce que Sylvain Henry disait tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas dans le sport de haut niveau. Il y a des gens pour... Mais moi, je suis dans l'activité physique. Et c'est ça qui est accessible à tout le monde. Maintenant, dans l'activité physique, il y a une dimension très importante qui rejoint un peu à ce que nos braves dames disaient tout à l'heure. Vous savez, nous, les hommes, on a un peu cet orgueil quand on est à la maison. On est confortablement assis. Madame amène tout. Mais bon, vous savez, les petites tâches que vous faites à la maison, que vous soyez homme ou femme. En tout cas, moi, j'ai grandi dans un dara où ma mère me disait et donc, on a tout fait. Mais quand vous êtes bras croisés comme ça, en attendant que votre femme vous amène tout, c'est pourquoi elles vous disent qu'elles font du 500%. Mais vous êtes en train de tuer vos neurones, vous êtes en train de rendre amorphes vos muscles en bougeant, en prenant la serpillière, les dents dans la cuisine. Et le prophète le faisait d'ailleurs. Et nos grands sages le faisaient. Donc moi, j'invite les hommes à enlever aussi cette casquette où vous croyez qu'en restant à la maison, c'est les femmes qui font les tâches ménagères. Il n'y a pas de tâches ménagères pour les femmes et pour les hommes. Il y a des tâches pour la maison. Ceux qui occupent la maison doivent le faire. Maintenant, sur un dernier aspect, sur le dividende démographique, malheureusement, voilà, il a raison. On est un pays, quand vous regardez les projections, encore une fois sur le haut niveau, peut-être qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il y a quelque chose qu'on peut quand même réussir en tant que pays, c'est le capital humain. Et le capital humain, il a 3 ingrédients. C'est l'éducation, la santé et la protection sociale. Ce sont 3 leviers sur lesquels nous sommes faibles et pourtant nous avons l'input la plus, la plus convoitée. C'est une population jeune. Regardez le pourcentage de population de jeunes du Sénégal. Mais l'éducation dégringole, la santé, je peux en parler, c'est mon domaine, dégringole, la protection sociale, n'en parlons pas. Qu'est-ce que l'État peut faire? Encore une fois, c'est d'augmenter le pourcentage du budget national, du budget consolidé si vous voulez, c'est-à-dire qui prend en compte les apports extérieurs, vers des cibles du capital humain, c'est-à-dire des jeunes qui actuellement sont, depuis l'école primaire, l'école de base, les Canadiens sont très forts pour ça, c'est pourquoi ils ont presque 0 chômage. Donc on peut dans ces domaines aussi, vous qui êtes là, Elhadji Gorgui Wade qui côtoie les autorités, qui va tirer les conclusions de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, disons, sensibiliser l'État pour que davantage ils aillent sur le capital humain. Et sur le capital humain, ça peut peut-être ne pas nous hisser sur l'indice du développement humain parce qu'il est encore très contesté au niveau des écoles de pensée, mais on s'en fout. On cible notre jeunesse parce qu'elle est là, elle pose beaucoup de demandes. Et je peux vous dire, ne soyez pas pressés d'attendre
des résultats concrets dans les 5 ans à venir, parce qu'on sait ce qu'on sait et le développement, ça prend du temps. Donc, soyons patients, mais soyons aussi passionnés. Bougez le corps, faites ce que vous voulez, penchez-vous, allez bouger, faites de l'activité physique. Si vous avez la chance de faire du sport de haut niveau, tant mieux. Sinon, vous êtes bien dans votre peau. Salam alaikum. Oui, je voulais rebondir, répondre à la collègue, la jeune madame qui a parlé de l'habillement dans le sport. Et j'ai envie de dire que c'est en général, en tant que femme, on va toujours être conditionné à notre apparence et essentialisé en tant que femme. Je pense que le combat, c'est de prendre sa place en dehors de ça. Donc, il faut se sentir à l'aise pour le faire. Je pense que malheureusement, l'habit, c'est la première chose qu'on voit. L'apparence qu'on a, c'est la première chose qu'on reflète. Donc il y a des fois des codes, il faut les connaître et pouvoir s'immiscer dedans pour pouvoir accéder aux personnes à qui on veut parler, aux sujets desquels on veut parler. Mais en dehors de ça, je pense qu'il faut vraiment être à l'aise et en accord avec soi. Et aussi l'habillement dans l'espace public, j'ai envie de dire aussi, est hyper important. Puisque on parle aussi, en tout cas moi je pense que le sport, ce que ça m'a apporté, c'est aussi la confiance en moi et la confiance que ma place est aussi dans l'espace public. La course par exemple, là sur la corniche on voit beaucoup de jeunes hommes qui courent et c'est très très bien. Il y avait quelques jeunes femmes, mais je pense vraiment que même si ça fait peur, moi quand je partais courir seule dans les champs, j'habite en campagne en France, mes parents étaient inquiets. C'est vrai que c'est une étape à passer. Ça donne confiance en soi. Le monde est dangereux pour les femmes, mais c'est vrai. On a des risques d'agression, donc j'ai envie de vous recommander ce que j'ai commencé cette année, c'est les arts martiaux. J'ai commencé le Kung Fu. Et ça donne confiance en soi, voilà. Merci. Madame Kouradiaï. Alors, juste pour répondre à la jeune dame, je pense que quand Fatoumata parlait, elle parlait plutôt de faire valoir vos compétences. Donc, l'habillement compte peu, mais faites valoir votre compétence. Parce que quand vous êtes dans un monde masculin où on a beaucoup d'hommes, en tant que femme, et ça, c'est pas que dans le ferroviaire, je peux dire je suis la seule femme qui gère des gares au Sénégal, c'est la première femme, mais il faut que je mette au devant de la scène mes compétences. Parce qu'en tant que femme, ils me disent, voilà, ils vont me laisser aller au devant. Non, non, c'est les compétences qui jouent. Maintenant, c'est vrai que par moment, là où un homme va mettre 1%, nous, on va mettre 100% ou plus. C'est vrai, ça peut arriver. Mais en vous basant sur vos compétences, mais pas sur l'habillement. Parce que c'est ça le problématique qu'elle voulait soulever. Parce qu'aller dans le milieu sportif, et on le voit souvent, quand on montre son corps à un certain niveau, c'est vrai qu'il y a le respect de l'autre et tout. Mais nous, en tant que femmes, on devrait se présenter en disant « moi, je suis capable de faire ça ». Et on va à la recherche de cette information-là, on va se former. Parce que sans la formation, on ne peut pas prétendre être devant des hommes et leur dire « je veux diriger ». Ce n'est pas possible. Pour pouvoir diriger, il faut qu'on montre nos compétences. Et je pense qu'il faudra que dans le sport, qu'on puisse aussi nous accompagner à nous former, nous femmes, des hifoshi. On en a besoin pour pouvoir développer le sport. Voilà, on a besoin de hifoshi pour pouvoir développer le sport. Merci. Mais c'est véritablement intéressant. C'est au-dessus du lot. Alors, persévérance, fighting, détermination, volonté, dire la vérité, ne pas mentir. Moi, c'est mon leitmotiv. Qui que vous soyez, si vous ne dites pas la vérité, vous passez à côté de la plaque. Les gens ne savent pas que j'ai fait 30 ans de banque. J'ai fait 30 ans de banque au Crédit Lyonnais. Quand je venais, j'étais au soleil
Après, je venais à la RTS comme pigiste. Ensuite, je vais au championnat d'Afrique. Au retour d'un championnat d'Afrique où on a gagné, la banque me recrute. J'ai fait le choix tout de suite. Après, Ibrahim Sade m'appelle, me dit, mais toi, tu ne peux pas quitter la radio pour aller. J'ai dit, il faut pas les khalis. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, moi je ne viendrai pas. Il me dit, dans ce cas, on te fait un cachet, tu restes. J'ai dit, si vous voulez. Alors, quand on parle de compétences, ça veut dire qu'il faut apprendre. Ça veut dire qu'il faut avoir des diplômes. Allez dans la banque. Si vous n'avez pas de diplôme, vous n'avancez pas. Je ne sais pas s'il y a des banquiers ici. La première année, je me suis dit, je vais être compétent. Mais après, je me suis rendu compte qu'ils ne tiennent pas compte de ce que je fais dans le boulot. Madame, c'est des patrons. Donc moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions et ne pas avancer. Il me dit, on verra. Il y a quelqu'un qui me souffle, il me dit, si tu n'as pas de diplôme, tu vas croquer les carreaux ici. Claire, j'ai fait mes études. Donc moi, j'ai des diplômes de banque. Et je gravis les échelons. Jusqu'à être conseiller du directeur général. Étant dans le service marketing, communication et qualité. J'aime beaucoup la qualité. Tout ce qu'on fait, il faut que ça soit de la qualité. Quand je travaille pour mes émissions, pour mes reportages, c'est la qualité. Donc, aujourd'hui, les gens ou les enfants sont pressés. Tout le monde est pressé de gagner beaucoup d'argent sans savoir qu'il y a d'abord des préalables, des jalons à poser. Alors, étant dans la banque, avec un salaire qui monte, qui grimpe, je me suis dit, je vais faire quelque chose. C'est quoi? J'ai réfléchi, j'appelle l'IPRES. J'ai dit, si je pars à la retraite aujourd'hui, j'aurai combien? 10 ans après. J'ai dit, je pars à la retraite, j'aurai combien? On me dit tant. J'ai dit, ça ne peut pas me faire vivre. Alors, Gorgui, les meilleurs de femmes sont trop. Oui. Mais après, je continue jusqu'à ce qu'un jour, je dis, si je vais à la retraite, j'aurai combien? On me dit tant. Je dis, ok, je vais investir. J'achète un terrain à Sacré-Cœur, 500 mètres carrés. Au moment où personne n'y croyait. Les Cissé et les Sambo. Ensuite, j'investis, je construis ma salle, mon dojo. Parce que je me dis, à la retraite, il faut gagner de l'argent. Il faut vivre. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Parce que je me suis dit, à chaque fois, parce que j'avais un très bon salaire qui me permettait d'investir, d'acheter une caméra, 2 caméras, 3 caméras, 2 appareils photo, etc., et de faire travailler les gosses. Dans mon dojo, j'ai 5 employés que je paye à la fin du mois. Ça, c'est des choses qu'il faut faire. Tous ceux qui travaillent à l'heure actuelle, qui sont dans la salle, appelez l'IPRES. Vous en avez le droit. Demandez-leur si je vais à la retraite. À l'heure actuelle, j'aurai combien? Un administrateur est décédé dans la banque. Pourquoi? Parce que son salaire était de 2 millions et poussière. Alors que dans le salaire, il y a des rubriques qui ne sont pas dans le salaire. Il avait un salaire de 120 000. Il va à la retraite, il vient à la caisse, il demande son solde. Le gars lui met, il lui donne. Le vieux, il regarde, il dit non, je te demande mon salaire. Le gars dit oui, c'est ça. 30 000. Le vieux, il prend dans sa main, il va s'asseoir là-bas. À l'époque, il y avait des fauteuils, il vient, il s'assoit. Après, il dort. Jusqu'à ce qu'on ferme la banque, il n'a pas bougé, il est décédé. Attaque cardiaque. C'est pourquoi je vous dis, attention. Il faut investir sur vos enfants. Attention, au lieu de dire il faut travailler. Il faut toujours travailler, encore travailler, Gorgui.
Bravo et merci. Mais grand, c'était combien? Non, il ne va pas le dire. Non, il ne va pas le dire. Non, je vais vraiment pas être long, hein, parce que tout à l'heure, j'ai envie de répondre à une petite question de Monsieur le Premier ministre qui a posé une question. Mais bon, vous savez, nous, la passion du sport, elle ne nous a pas trouvés à l'université, mais on est venu avec. Moi, par exemple, je disais tout à l'heure au Sensei Yatmalo, moi, le sport, j'ai commencé à 5 ans. À 5 ans déjà, mon père m'avait inscrit au karaté. Et je lui ai dit qui était mon père. De la même manière également, à l'école primaire déjà, je jouais au football. Je ne sais pas, Alassane Lour, si vous connaissez, international de football en 2002. On a fait l'UASU ensemble. Donc maintenant, le basket, on est venu avec véritablement au niveau de l'université. Bon, maintenant, c'est vrai, tout à l'heure, en tout cas, on en a parlé. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention. Mais en fait, l'équipe de l'Université de Saint-Louis, en réalité, elle a réussi. Pourquoi? Parce que lorsque les autorités ont compris qu'il fallait investir dans le sport, il y a eu un arbitrage. Parce qu'à l'époque, je pense qu'on était au moins 11 sections. La seule qui gagnait, c'était celle de basket, parce qu'on avait justement des joueurs comme ça, des Mohamed Diop, des Ibrahim Kébé. Et donc, exactement. Et donc, c'est pour cette raison-là que le paquet avait été mis véritablement sur cette équipe-là, et c'est ce qui a amené les résultats véritablement qu'on a pu avoir. Maintenant, on a parlé tout à l'heure de la base, de la formation, mais c'est exactement ce que nous proposons au niveau de Basket Plus. Parce que c'est pour cette raison-là qu'on organise des cliniques. Nous, notre vocation, c'est quoi? C'est d'insuffler cette valeur de sport et d'études aux très petits, et puis essayer de grandir avec eux. Nous avons montré tout à l'heure véritablement, en tout cas, les images des différentes cliniques qu'on a eu à organiser. En tout cas, notre événement, c'est du 2 au 7. Et tout le monde est invité. Décembre. À Saint-Louis, bien sûr. Et il a vu, il y a... Bon, pourquoi Saint-Louis? Deux raisons. Deux raisons, je termine. La première raison, c'est qu'en fait, c'est notre base affective, bien entendu. Moi, je suis de Dakar, c'est vrai, mais on est des... Voilà, on est de la secte. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Mais le second élément aussi, il y a les infrastructures, je pense qu'il l'a dit tout à l'heure. Et ce sont de très très bonnes infrastructures qui peuvent permettre en tout cas de jouer du basket de qualité. Je vous remercie. Voilà, donc il y a Fatoumata Savané qui voulait encore peut-être répondre à certaines interpellations pour un peu repréciser sa pensée. Oui,